je vais demander au premier de nos deux conférenciers, M. Nicolas Servajon, de bien vouloir prendre place au pupitre. M. Servajon est consultant, spécialiste économique, spécialiste, on peut le dire, du commerce de détail aussi. Pendant 6 ans, il a été délégué économique à la ville de Sion. Il est l'auteur, avec une société qu'il a fondée qui s'appelle Accompagnie, de plusieurs études sur la stratégie commerciale des villes. Et une des dernières études portait justement sur une ville assez proche d'ici, qui est la ville de Nyon. Voilà. Monsieur Servajon, c'est à vous. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci de votre invitation, puis de votre écoute ce soir. En préambule, je tiens à préciser 2 choses qui ont été dites. La première, je salue le choix de cette première thématique qui a été faite, à savoir de mettre l'économie avec l'urbanisme dans une soirée débat. Je vous l'expliquerai au cours de mon exposé. J'interviens souvent aux côtés d'urbanistes justement pour essayer d'amener un éclairage économique aux planifications qui sont faites et éviter des fois peut-être certaines erreurs ou prises de position qui peuvent péjorer la marche des commerces dans les villes. Et trop souvent, on nous fait intervenir une fois que les aménagements sont faits et on nous dit « Ah ben c'est dommage, ça ne fonctionne pas ». Puis nous, on dit, ben oui, c'est dommage, ça ne fonctionne pas, il aurait peut-être fallu se poser la question avant. Et je crois que c'est une prise de conscience de plus en plus actuelle de dire à un moment donné, comment est-ce qu'on met cette couche d'activité avec les planifications urbanistiques, paysagères, circulation, parce que cet aspect de promotion économique doit être une thématique traitée, à mon avis, je prêche pour ma paroisse bien entendu, mais doit être traité à part égale avec les autres thématiques. Et puis la deuxième chose, pour illustrer ça qui a été dit, c'était l'image du Pulse. Moi, je ne suis qu'une pièce d'un Pulse. L'expertise, c'est un bien grand terme, dont je peux faire preuve, est le fruit de 15 ans d'expérience dans ces questions de promotion économique. Avec mon entreprise, on a en effet analysé passablement de centres-villes romans. On a fait des études dans différentes villes, puis on a pu sortir un certain nombre d'éléments fondateurs de dynamisme commercial, mais de nouveau, il n'y a pas de recette toute faite, et on reviendra là-dessus dans cette présentation. En premier mot, juste deux mots sur moi. Il n'y a pas de métier qui permette de former à la promotion économique. Moi, il y a bien des années de ça, on n'ose même plus en parler, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne, comme quoi ça conduit à tout sauf à l'hôtellerie, c'est pas faux. Et j'ai commencé ma carrière dans l'humanitaire, où j'ai travaillé pour Terre des Hommes et un peu au CICR. Après, je suis parti dans le domaine privé. Et en 2004, j'ai atterri dans ces questions de promotion économique en occupant pendant 6 ans le poste de délégué économique de la ville de Sion. Je reviendrai un peu sur la particularité de Sion parce que c'est une ville aujourd'hui qui est souvent prise en exemple par la qualité des aménagements qui ont été faits et son dynamisme. Mais quand ils ont nommé quelqu'un en 2004, la situation n'était pas du tout celle-ci. Il y avait 7000 m² de vitrines commerciales vides dans le périmètre du centre-ville. Il y avait un climat assez morose, il y avait peu d'animation, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. C'est vrai qu'en 5 ou 6 ans, et je ne m'attribue pas du tout ces lauriers, mais j'ai fait partie, je pense, d'une certaine dynamique, la ville a basculé. Et ça a été, pour moi, l'occasion de dire qu'est-ce qui a fait que cette ville a basculé. C'était quoi les mesures qui ont été faites, qui ont permis à un moment donné de se retrouver 5 ans après avec une liste d'attente de commerces qui cherchaient à s'implanter, plus d'arcades vides du tout, des manifestations dans tous les coins, puis une ville qui redevenait un peu le centre du Valais et puis qui jouait son rôle de capitale valaisanne.
Et quand j'ai décidé d'arrêter à la ville de Sion, je me suis dit, la problématique qu'il y a eu à Sion, on doit certainement la rencontrer ailleurs. Et puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Et puis c'est ce qu'on fait avec mon épouse depuis 2011. Voilà. Juste encore une parenthèse, j'ai pu occuper 2 ans et demi le poste de secrétaire municipal à la ville de Renan. Donc je connais aussi bien le fonctionnement d'une municipalité, les contraintes que ça implique, d'écouter différents usagers aussi dans des planifications. Parce que quand on aménage une ville, certes, il y a les habitants, il y a les commerçants, il y a les visiteurs, il y a ceux qui y transitent, il y a ceux qui y travaillent. Et ce n'est pas toujours les mêmes intérêts, les mêmes enjeux, et ce qui fait qu'il faut un peu arbitrer ces différents usages. Voilà. Alors, pour commencer, je voulais un petit peu parler de certains paradoxes que j'ai remarqués dans le commerce de détail en Suisse romande, dans certaines études qu'on a fait, entre ce que peuvent dire beaucoup de consommateurs et puis la façon dont ils agissent. La première, c'est que on entendra souvent dire « Ah, mais nous, on veut de la convivialité, on veut des animations, on a envie que les villes soient vivantes, on veut des espaces où on peut s'arrêter. » Et puis, on se rend compte que le samedi après-midi, c'est beaucoup les centres commerciaux périphériques qui sont pleins de monde, et puis un petit peu moins les centres-villes. Donc pour moi, il y a quand même un paradoxe, parce que vous admettrez qu'il y a un peu plus convivial que le mall d'une Migros ou d'une Coop qui se trouve en périphérie. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits dans les villes pour développer les transports publics, des lignes de bus, des trams, différents modes de transport, des voies cyclables, autres que la voiture. Et on se rend compte quand même qu'à l'heure actuelle, le consommateur reste encore, dans une grande majorité, assez attaché à sa voiture. Et que si on ne peut pas lui offrir la possibilité d'accéder facilement à du stationnement ou un parking, on a aussi un des éléments, mais pas le seul, qui peut péjorer des fois les fréquentations dans les centres-villes. C'est quelque chose qui va être appelé à évoluer avec le temps, sans aucun doute, mais aujourd'hui, ça reste quand même une thématique qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Moi, on a connu des villes qui, du jour au lendemain, piétonnisaient une rue ou supprimaient un parking en mettant des places en périphérie. Et les effets directs de ce genre de décision se ressentent très vite sur la fréquentation de la ville et sur la marche des affaires des commerces. Après, certains riverains sont très contents de moins voir passer de voitures, puis d'avoir plus de calme. Mais de nouveau, on est dans cet arbitrage des priorités et des usages. La troisième chose, on a eu pendant longtemps ce phénomène de standardisation des enseignes qui sont encore celles qui peuvent, surtout dans les zones périphériques, venir occuper des espaces commerciaux, alors que dans le discours des gens, on dit « Ah, mais moi, j'aime bien avoir mon petit producteur, j'aime savoir d'où vient ma viande, je veux savoir qui est celui qui me fait les carottes, si on pouvait même donner le prénom de la poule qu'on mange, c'est encore mieux. » Mais à partir du moment où on est en zone périphérique, on achète sa viande en barquette parce que c'est quand même plus simple que d'aller encore faire un crochet chez son boucher. Et là aussi, pour moi, il y a quand même un certain paradoxe. Et puis, la dernière tendance qui est maintenant en train d'arriver de plein fouet dans le domaine du commerce de détail, puis qui rend presque le combat, entre guillemets, zone périphérique, centre-ville, déjà démodé, c'est l'arrivée et l'émergence des ventes en ligne et ce que ça peut provoquer. Et je pense, on viendra là-dessus un peu plus tard, qu'on n'est que dans les prémices de ces tendances-là. Pour moi, aujourd'hui, il y a un acteur majeur qui va prendre possession du marché suisse prochainement, qui s'appelle Amazon, dont on ne peut pas encore mesurer les effets sur le commerce de détail. Parce que ce qui se passe dans le commerce en ligne aujourd'hui par rapport à l'arrivée d'Amazon, je pense qu'on n'est même pas à l'hors d'œuvre. Et il y a eu une grande étude aux États-Unis qui a pu prouver comment Amazon a pu tuer, et on reviendra certainement là-dessus dans l'exposé suivant, et je me réjouis d'entendre M. Razemont après,
comment Amazon a pu tuer des commerces de détail en ville avec l'explosion des services de vente en ligne. Et ça, malheureusement, on ne peut pas lutter là contre. Ni une municipalité, ni des experts, ni personne. Le seul qui peut lutter là contre, c'est le consommateur. C'est son choix de jouer le jeu avec son commerce de proximité. C'est le choix qu'il a d'acheter local. Personne impose à un consommateur de commander une paire de chaussures chez Zalando. Personne impose à un consommateur d'acheter chez Le Shop. C'est des habitudes d'usage, mais le consommateur et le citoyen, par conséquent, a la responsabilité de savoir aussi quel genre de ville il a envie d'avoir demain. Et peut-être, il y a aussi dans les mesures, des fois, qu'on peut prendre dans les dynamismes de centre-ville, c'est rappeler ces principes fondamentaux aux gens qui habitent une ville, de leur dire, c'est bien sympa à vous d'aller acheter en ligne, c'est pratique de recevoir un colis le lendemain matin devant sa porte, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur la qualité de la vie qui vous entoure ? Et ça, je pense qu'on est aussi encore très timide dans ce genre de mesures. Voilà. J'ai volontairement fait 2 slides sur les centres-villes et les zones périphériques pour expliquer un petit peu quels sont d'une part les éléments contraignants, les éléments forts des uns et des autres, puis qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des typologies de commerce assez distinctes dans les 2 catégories d'environnement. Il y a aussi une chose qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez un centre commercial en périphérique, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il essaye de recréer artificiellement quelque chose qui existe naturellement dans les villes. On va y mettre des cinémas, on va vouloir y créer des sortes de places de marché avec des animations, on va essayer finalement d'amener des médecins, on va essayer d'amener des dentistes, on va essayer d'amener des parcs aquatiques, toutes autres sortes de choses pour que ces centres fonctionnent, alors que naturellement dans une ville, c'est les services qu'on a à disposition. Et ça, c'est une des forces, c'est d'avoir tous ces services en ville. Les administrations, les banques, des assurances, des médecins. Tout ça font qu'on génère du flux et on génère des usagers. La deuxième, vu que j'ai commencé par les forces, la deuxième chose qui est importante dans les villes, c'est en général la convivialité. Il y a des monuments, Vevey, vous ne faites pas du tout exception à cette règle, il y a un bel environnement, il y a un lac, il y a des choses qui donnent envie d'y aller. Et je pense qu'un commerçant, il doit se réjouir d'avoir du monde dans une ville. Et toutes les mesures qui doivent être prises, finalement, doivent converger vers ça. Comment est-ce qu'on accroît le nombre d'usagers dans la ville ? Parce qu'une personne qui traversera Vevey demain sera potentiellement un client pour un commerce qui se trouvera sur son chemin. Donc plus il y aura de gens, forcément, plus il y aura une chance d'avoir un achat dans le commerce. L'autre chose, c'est que si on arrive à bien l'organiser, à bien le structurer, et là je pense qu'on revient à des mesures urbanistiques, un centre-ville finalement c'est un grand centre commercial à ciel ouvert où on trouve toute une série d'échoppes et on peut faire ses achats avec toutes les choses. Les éléments contraignants, c'est souvent la taille des arcades, vu qu'on se trouve dans des bâtiments souvent historiques, on ne peut pas avoir des surfaces de grande taille. C'est la configuration des surfaces, on a souvent des demi-niveaux, on n'est jamais sur un palier, les vitrines ne sont peut-être pas très grandes, il peut y avoir aussi un manque de visibilité. Dans certaines villes, surtout en périphérie, on se rend compte quand même du phénomène des cités dortoirs, c'est-à-dire que la journée, il n'y a pas grand monde, et puis les commerces vivent le vendredi soir, parfois le samedi matin quand les gens sont là. Mais le mardi à 10h, c'est pas là qu'il y a foule dans les parkings et dans les commerces. Et puis également des fois l'accessibilité qui est perçue, et pas toujours à bon escient, mais qui est perçue comme étant compliquée par les usagers. Je vous invite à aller une fois au Migros de Crissier un samedi après-midi quand le parking est complet. Si vous devez parquer au fin fond du parking et aller à pied juste dans le mall, la Migros de Crissier, je ne sais pas si c'est plus court que de parquer dans un parking du centre-ville de Vevey puis de cheminer à travers les rues. Mais ça, c'est la perception qu'a la personne quand elle va dans le centre commercial. Donc, ce qui fait que dans les centres-villes, on a souvent un renouvellement d'enseignes important de par la typologie des espaces et le fait que les gens essayent beaucoup de concepts qui ont une durée de vie plus ou moins longue.
La périphérie, c'est exactement l'inverse sur une plupart de nombre de points. Déjà qu'on n'a pas de desserte en transport public à part la voiture, c'est rare d'avoir des lignes de bus ou de tram qui arrivent dans les commerces de périphérie. On se retrouve dans des arcades qui sont grandes. On a rarement des petites échoppes de 30 mètres carrés. C'est le manque de convivialité, c'est les animations artificielles dont je parlais avant. Par contre, les éléments plus forts, et je pense que le premier est très important pour des commerçants et des associations de commerçants, c'est que dans les centres commerciaux, en général, une part du loyer qui est prise en pourcent du montant payé va directement aux frais de marketing. Donc c'est des structures qui ont des moyens financiers conséquents pour mener des campagnes publicitaires, pour mener des actions, pour faire toute une série de choses. Et là, souvent, ils font beaucoup de mal au centre-ville parce qu'on se retrouve en face avec des associations, des SIC, qui ont des moyens beaucoup plus limités que ces centres commerciaux qui peuvent contractuellement générer des revenus pour faire du marketing. Souvent, c'est la force des enseignes. Ils arrivent quand même à avoir dans ces centres périphériques une ou deux grosses enseignes qui ont un pouvoir attracteur très fort. Si vous placez un Ikea quelque part, forcément, ça va générer du flux de véhicules et du flux de clients. Ikea dans un centre-ville, ça va être très compliqué à mettre, bien qu'ils aient créé dans certains pays d'Europe des enseignes pour revenir dans les centres-villes parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent une grande partie de leur clientèle en étant qu'en périphérie. Donc on voit que le flux et l'évolution, ça marche dans les deux sens. Les parkings sont un point fort, ils sont souvent gratuits et il y a suffisamment de place. Et puis la façon dont les surfaces sont agencées, vu que c'est des bâtiments relativement récents, on a des grandes surfaces, les quais de livraison, c'est facile d'accès, on a pensé à toutes les gaines techniques facilement. C'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir un magasin dans une boîte à chaussures en périphérie que dans un bâtiment historique dans une vieille ville. Mais bon, en Suisse, on se retrouve aujourd'hui avec les mètres carrés commerciaux par habitant les plus élevés d'Europe. Donc on est dans une saturation complète et on voit bien que l'effet du pendule des zones périphériques, on est en train d'y revenir parce que des surfaces vides dans les grands centres commerciaux, on en voit de plus en plus et puis c'est un phénomène qui s'accentue. Donc pour moi, j'ai jamais cru au modèle des centres commerciaux de périphérie, en tout cas dans la durée, et aujourd'hui, je pense que c'est des modèles qui vont s'essouffler relativement vite. Bon, la vente en ligne, on ne peut pas parler du commerce de détail aujourd'hui sans s'arrêter dessus. C'est une forte croissance, je le disais avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série d'applications qui sont développées sur notre téléphone. On a accès à toute l'information dans sa poche. On peut acheter n'importe où dans le monde, finalement, sur des plateformes de déstockage. En Chine, si on trouve le produit là-bas, c'est plus un problème. Le marché, la concurrence, quelque part, s'est complètement élargie avec ces canaux-là. Et puis, ça a quand même amené une tendance qui n'existait pas il y a 15 ans en arrière, qui est le showrooming, dont on parle beaucoup. Le showrooming, je pense qu'il y a des commerçants qui sont là ce soir et qui savent très bien de quoi il s'agit. C'est le client qui vient dans votre magasin se faire conseiller, qui prend toutes les informations sur la chaussure, quelle chaussure il faut quand il va courir, quel type de pantalon lui irait bien pour sa soirée, etc. Puis qui dit « je vais réfléchir », puis en sortant, il va le chercher moins cher sur Internet et il l'achète en ligne. En tout début de semaine, Google, on parle toujours de petits acteurs, Amazon, Google, c'est vraiment des tout petits acteurs sur le marché aujourd'hui, annonçait le lancement d'une nouvelle application d'intelligence artificielle. C'est une sorte de Shazam pour pouvoir identifier dans le commerce de détail les objets qui intéressent le consommateur. C'est-à-dire que demain, avec un smartphone, on pourra prendre en photo un pantalon et Google, par sa base de données, sera capable de dire c'est telle marque et vous le trouvez sur tel site le moins cher. Donc, on est dans les débuts du showrooming. Alors, comme commerçant, moi j'ai pu constater qu'il y a eu énormément de choses qui ont été
tenté par des commerçants pour contrer le showrooming. Alors à Zurich, maintenant ils font payer le service dans certains magasins, c'est-à-dire que vous passez 1 heure dans un magasin de sport pour acheter une paire de baskets, si vous ne l'achetez pas, on vous facture 80 francs parce qu'il y a eu un service et un conseil qui a été donné. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne approche pour garder ses clients, mais c'est ça. J'ai connu un magasin de sport qui, quand il reçoit ses habits, découpe toutes les étiquettes à l'intérieur des vêtements. Comme ça, les gens, ils laissent que l'étiquette de la marque, mais il n'y a plus la taille, il n'y a plus le modèle, il n'y a plus de référence qui permet de trouver ce que le client essaye. Mais je trouve que ce n'est pas très valorisant pour un commerçant comme métier, comme première chose de devoir découper les étiquettes. Puis souvent, le problème, c'est que sur l'étiquette qui découpe, il y a les indications de lavage qui partent avec. Donc, c'est pas non plus la bonne... Voilà. Moi, j'ai pas de solution pour lutter là contre. On parlait avant de la prise de conscience des consommateurs, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans leur ville de demain. Ben, ça passera aussi par là, parce que c'est pas très loyal comme consommateur d'aller dans un commerce spécialisé, de se faire conseiller puis d'aller acheter ailleurs. Maintenant, c'est comme ça, il faut faire avec, et il y a quand même des pistes pour essayer de contrer ça. Et puis, les pistes, c'est simple. Tout d'abord, moi j'entends souvent parler de petits commerces, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Parlons de commerce spécialisé, un commerçant aujourd'hui, il doit se spécialiser. Il doit être imbattable sur ce qu'il a dans son magasin et il doit pouvoir répondre à toutes les questions. En France, ils ont fait une étude il y a quelques années de ça, ou quelques mois de ça en arrière, où ils se sont rendus compte que 50% des gens qui rentraient dans un magasin en savaient plus sur l'article qu'ils allaient acheter que le vendeur qui était là pour le leur vendre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des consommateurs qui rentrent dans les magasins en s'étant documentés avant. On ne va plus comme par le passé avec Internet, on tape ce qu'on veut, on sait la marque du téléviseur qu'on veut, combien il a de pixels et tout. Puis si en face on a un vendeur qui n'est pas capable ou qui n'a pas la connaissance pour expliquer qu'en effet le nombre de pixels c'est pas que ci ou que ça, il se fait dépasser. Puis le consommateur il dit finalement quelle valeur ajoutée j'ai d'acheter mon commerce puis encore de prendre ma télé sous le bras, je vais aller la commander en ligne, ce sera plus simple. L'autre chose qui est importante pour un commerce présent dans une ville, c'est l'immédiateté d'achat. Internet aujourd'hui permet encore pas d'avoir dans l'heure son colis devant la porte. Mais ça va peut-être changer. Hein, on parle des petites choses qui passent sur nos têtes, qui font des bruits d'abeilles, qui s'appellent des drones. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont testées avec ça. Peut-être que dans quelques années, la livraison par drone, en quelques dizaines de minutes, pourra devenir légion. Une chose qu'on ne retrouvera pas, par contre, sur Internet, c'est la convivialité d'un environnement qu'il y a dans une ville. Après, on voit que c'est quand même une activité de loisir d'aller en ville, d'aller faire du shopping. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut renforcer et bien communiquer pour rappeler aux gens que ce loisir-là peut se perdre le jour où il n'y aura plus de commerce dans une ville ou qu'ils auront disparu en grande partie. Et puis, aujourd'hui, tout le monde parle des marketplaces sur Internet en disant c'est extraordinaire, c'est la tendance, les chiffres d'affaires en marketplace ont doublé, les chiffres d'affaires en marketplace, ci et ça. Marketplace, juste parce que c'est beaucoup de termes anglais, marketplace, c'est des sites multimarques qui vendent, un site qui vend des chaussures, il vendra du Nike, du Adidas et autres. Le marketplace, il existe depuis toujours dans les villes. Sauf qu'il n'est pas à un seul endroit, il est dans plusieurs magasins. Mais ce qui marche aujourd'hui en ligne marche forcément aussi dans le physique. Donc il faut avoir une complémentarité entre le tout en ligne et la présence physique des magasins. Alors tout ça, ça donne quoi ? Si on essaye de se projeter à 10-15 ans, c'est une projection très compliquée à faire parce que je pense que j'ai la même boule de cristal que vous. C'est très compliqué de savoir que va être le commerce de détail dans les 10 ans à venir, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une bascule de cette branche en particulier qui est majeure, et comme je le disais avant, on n'a mangé que le hors-d'œuvre. Moi, je pense que les zones périphériques, c'est fini, et que le prochain défi urbanistique qu'auront les territoires sera de savoir qu'est-ce qu'on va faire des boîtes à chaussures qu'on a construites dans les périphéries des villes.
Alors certaines vont devenir certainement des points de logistique dans lesquels on mettra tous les stocks qui seront livrés par drone, peut-être. Mais à un moment donné, on a quand même beaucoup bâti dans les zones périphériques, et puis il va quand même falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments, parce que ce ne sera pas facilement convertible. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que va devenir un commerce de détail finalement dans une ville avec ce showrooming qui existe. Ben justement, les commerces de détail vont devenir plus des showrooms que des magasins. Les commerces de détail vont devenir plus des lieux de conseil que des lieux de vente ou des lieux d'événements. On organise des soirées, on organise des événements à thème où les clients viennent, se font conseiller sur le produit et derrière, même depuis le point de vente, le magasin, vont pouvoir commander et se faire livrer à la maison. L'achat dans les magasins tel qu'on le connaît aujourd'hui va fondamentalement évoluer. Et je pense que les marques ne réalisent pas encore aujourd'hui l'importance des détaillants. On est dans une bascule parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un modèle où le détaillant achète une marque, prend le risque de la stocker, la marque, elle a fait sa vente, l'expose, conseille, et puis derrière, perd les ventes parce que le client va en ligne. Demain, les marques vont devoir garder des points physiques dans les villes parce qu'il y aura toujours du monde, il y aura toujours des activités, il y aura toujours des restaurants, il y aura toujours du flux, il y aura toujours des usagers, mais quelque part vont devoir payer des détaillants spécialisés pour exposer leur marque et puis conseiller les clients qui vont venir dedans. Et ça, je pense, ça va être une bascule majeure par rapport au modèle actuel. Je pense que dans 5 ans, il n'y a plus un commerce, en tout cas je parle beaucoup du textile là-dedans, qui achètera encore à des marques et qui prendra le risque sur son stock. Il sera peut-être payé par les marques pour être un ambassadeur, pour faire des ventes en direct parce que ça continuera toujours mais en ayant fortement diminué, mais par contre il générera des ventes pour la marque sur des plateformes qui lui seront dédiées. Donc pour remplir ce rôle-là, il faudra être hyper spécialisé. Un commerce généraliste, ça va devenir très compliqué. Il faudra vraiment une spécialisation, puis être le spécialiste dans tel domaine pour que les gens disent moi je vais là-bas parce que je sais que je trouve le conseil dont j'ai besoin. Il y a une tendance dans l'alimentaire qui n'est pas encore très visible, mais pourtant je peux vous dire qu'il y a des centaines de millions de francs qui sont investis là-dedans chaque année, que ce soit pour l'alimentaire ou l'habillement, c'est l'impression 3D. Ou demain, on ne va peut-être plus acheter une pizza surgelée dans un magasin, on va acheter des cartouches puis on l'imprimera à la maison avec une imprimante. Ça fait sourire beaucoup de gens, mais je pense que tel qu'on a une capsule Nespresso dans sa machine à café, la cafetière italienne, c'est presque devenu un objet de musée, sauf pour des puristes qui achètent encore leur vrai café. Mais on voit comment ça a révolutionné aussi la consommation du café. Il y aura une révolution dans d'autres types d'aliments avec l'impression 3D. L'arrivée de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, ça aussi, c'est quelque chose qui va être fondamental à l'avenir. On ne pourra plus juste se contenter d'avoir une étiquette avec un prix. Il faudra amener autre chose, il faudra amener du contenu. Avec son smartphone, on pourra avoir des informations, on pourra générer sur soi à quoi on ressemble avec tel pull sans l'essayer. Enfin, il y aura toute une série de choses qui vont sortir. Et puis, la transdisciplinarité entre commerce. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore naissant, voire inexistant dans beaucoup de villes. Comment les commerçants peuvent constituer un vrai réseau de compétences entre eux pour proposer des services complémentaires les uns avec les autres, une sorte de chaîne de tous les commerçants et pas juste dire moi j'ai une boucherie et je me contente de vendre de la viande, mais le boucher pourra se mettre en réseau avec d'autres points de vente qui apprêtent sa viande, avec un restaurant pour qu'il puisse goûter une recette, avec des services qui viendront faire de la livraison. Enfin, là pour moi, on est encore dans les balbutiements de ces choses-là. Ceci étant dit, puis je vois que je parle beaucoup et puis le temps passe, donc je vais un peu accélérer. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une ville peut faire pour essayer d'endiguer un petit peu ces tendances et puis de favoriser quand même un certain dynamisme commercial? Parce qu'on peint un peu le diable sur la muraille,
Mais tout ne va pas mal dans le commerce de détail aujourd'hui. Il y a plein de commerces aussi qui fonctionnent très bien et qui ont su prendre un virage, évoluer, trouver leur clientèle et qui tirent très bien leur épingle du jeu. Alors, moi je pense, comme première chose qui est centrale et fondamentale, il est impératif aujourd'hui que les commerces d'une ville soient unis. Pour être unis, il faut une association de commerçants qui doit être forte, qui doit être représentative. Et une autorité, pour moi, a le devoir de favoriser et d'encourager ça. Si, je prends un exemple, vous avez une ville, comme on a pu analyser, qui a 350 commerces physiques dans son périmètre de centre, dont 350 vitrines avec des commerces dedans, et qui a une association de commerçants qui compte que 80 membres, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous en avez 80 qui mettent une cotisation en commun pour finalement organiser des animations, organiser des choses pour faire venir du monde dans la ville. Puis vous en avez plus de 200 qui profitent de ça sans mettre la main en porte-monnaie. Pour moi, ça devrait presque être une obligation d'adhérer et de cotiser à une association. Alors aujourd'hui, je pense que le bon vouloir, il faut qu'il y ait une prise de conscience des commerçants là-dessus. Pour moi, c'est un véritable plaidoyer que je fais aux commerçants qui sont dans cette salle. Il faut vous unir et il faut que vous soyez forts. Et la commune, l'autorité, les services communaux ne doivent pas avoir peur de ça, bien au contraire, doivent le stimuler parce que vous devenez un vrai partenaire important du développement de la ville. Deux choses, une collectivité publique, elle peut aider le commerce local à mettre sur pied des animations ou des choses qui vont faire venir du monde. La frontière, il faut bien la poser. Une commune, elle n'est pas responsable de faire le chiffre d'affaires des commerçants. Un commerçant, il est entrepreneur, il se débrouille avec ça, il fait son chiffre, c'est son rôle. Mais la commune, si une association de commerçants organise un marché de Noël, s'ils organisent une braderie, s'ils organisent un marché de printemps ou une fête ou peu importe quoi, je pense que la commune doit soutenir ces manifestations, doit soutenir logistiquement, financièrement, peu importe, on trouve toujours les bonnes formules, mais ça, c'est des choses qui font venir du monde et il y a un intérêt commun entre commerçants et autorités d'avoir du monde dans la ville. Il faut lutter contre les vitrines vides. Alors, il y a deux types de vitrines qui ne sont pas souhaitables. Il y a les vitrines froides, quand on a un cabinet médical en rez-de-chaussée qui a sablé sa vitrine, ou une agence immobilière, ou une assurance, ou une agence de placement temporaire. Pour moi, il peut y avoir une place en rez-de-chaussée, mais pas dans les endroits les plus forts ou pas dans les rues commerçantes les plus fortes. Et après, ça, c'est des vitrines froides. Donc, voilà, c'est des fois embêtant. Si on n'a pas trop, ça cohabite. Puis après, il y a la vraie gangrène, c'est les vitrines vides. Et je vais vous dire, quand vous avez du vide qui s'instaure dans une ville, c'est le début d'un cycle et d'une spirale infernale. Et pour ça, une commune peut jouer un rôle proactif, peut aller chercher ou rendre attentif certaines enseignes qu'il y a de la disponibilité, qu'il y a des arcades vides dans une ville. Ça a un impact fort, hein. Quand une municipalité écrit à une enseigne pour lui dire « on a une arcade dans notre ville, puis on aimerait bien que vous y veniez », je vous promets que ça a un impact. Mais une ville, c'est compliqué pour elle de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. Puis les spécialistes, c'est les commerçants. Donc c'est aux associations de commerçants de dire « mais on avait un magasin de musique, il a fermé, ce serait bien qu'il revienne. On avait une librairie, il n'y en a plus, il y aurait la place d'en avoir une de plus. » Parce qu'une autorité, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on va aller mettre dans cet endroit. Puis comment vous amenez un concurrent de plus, comment on gère ça. Et ça, c'est un travail qui doit être co-construit entre autorités et commerçants. Les magasins, les métiers de bouche, ça reste quand même avec les établissements publics deux très forts attracteurs et générateurs de flux de personnes dans les villes, parce que c'est quand même compliqué de faire des achats en ligne dans ces domaines-là. Les fruits et légumes frais, c'est dur de les acheter en ligne et de les avoir vite. Acheter de la viande en ligne, il faut quand même avoir une sacrée confiance des sites sur lesquels on va. Donc les métiers de bouche, paradoxalement, c'est des métiers qui attirent beaucoup de clientèle, mais qui ont tendance à disparaître. Moi, j'ai un exemple très concret. La 4e ville du canton de Vaud n'a plus de boucherie, plus de fromagerie, plus de maraîchers en commerce spécialisé. Ça m'interpelle beaucoup quand même. C'est une ville de 22 000 habitants. Il n'y a plus de boucherie.
Pour moi, c'est inquiétant, puis ça explique aussi pourquoi il y a moins de monde dans la ville, parce que c'est des commerces spécialisés qui sont recherchés. Puis les établissements publics, la qualité des établissements publics fait beaucoup aussi, parce que c'est la convivialité des villes, c'est ce qui fait séjourner les gens plus longtemps. On a l'achat où on doit vite aller à la pharmacie, prendre une ordonnance puis repartir, mais on a aussi l'achat où on a un peu plus de temps, on s'arrête boire l'apéro, on s'arrête manger une assiette. Et ça, c'est vraiment important, et pour moi, c'est vraiment des commerces. Les établissements publics font partie de l'offre et du mix commercial qu'il faut en ville. Voilà, donc les mesures, j'ai dit, il faut chercher à occuper le vide, ça doit être une obsession. Il faut connaître son environnement, savoir ce qui manque, travailler avec les commerçants pour trouver le bon commerce au bon endroit, avoir l'inventaire des surfaces disponibles pour pouvoir dire tout de suite, ok, vous avez besoin de 150 mètres carrés, il y a là, il y a là, il y a là. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Il faut travailler avec les propriétaires et les gérances, parce que le gros problème aujourd'hui dans le commerce de détail demeure le niveau des loyers, ce qui tue les commerces. Donc un propriétaire, il a peut-être intérêt à revoir un petit peu à la baisse son loyer, mais garder un commerce dedans plutôt que d'avoir son arcade vide. Ça se dialogue, il peut y avoir des outils, il peut y avoir des choses qui se mettent en place pour favoriser ça. Il faut anticiper quand même un petit peu les changements puis l'évolution. Qui d'autre qu'un commerçant sait que son voisin va fermer ? Lui, parce que les commerçants dialoguent quand même beaucoup entre eux. Une ville, quand elle voit que l'arcade a fermé ou que le commerce qui était quand même bien a été remplacé par quelque chose de moins souhaitable, c'est trop tard. Donc il faut avoir des outils pour anticiper ça. Et puis, pour moi, aujourd'hui, on peut aussi évaluer d'autres activités que du commerce dans les rez-de-chaussée. Parce qu'on voit que le commerce de détail arrive à un niveau où on ne pourra pas toujours remplacer du commerce par du commerce. Et on l'a vu notamment, et ça c'est un article tout récent qui date du mois de mai de cette année, la ville de Bulle a une forte croissance, construit beaucoup de nouveaux immeubles de bâtiments, a beaucoup de rez-de-chaussée qui vont venir sur le marché. Et puis aujourd'hui, on voit aussi que le nouveau type d'industrie et d'artisanat qui génère beaucoup de flux, qui génère aussi de l'activité et de l'animation. Quand on passe devant une vitrine avec un artisan qui produit quelque chose derrière, c'est tout aussi plaisant que de voir une belle vitrine d'habillement ou une belle boucherie ou boulangerie. Et aujourd'hui, on voit que l'industrie, elle a aussi fortement évolué. Elle peut avoir sa place dans un centre-ville avec de l'habitat autour parce que c'est plus bruyant. On travaille beaucoup avec l'impression 3D, même une CNC 5 axes quand elle tourne, ou un décolleteur, des choses comme ça ne fait pas de bruit et peut être dans une ville. Et on néglige un peu ce pan-là de ramener des activités secondaires dans les villes en complément au commerce et pour justement stimuler tout au long de la journée de la fréquentation. Voilà. Au niveau urbanistique, vu que c'est le thème de la soirée, quand même les choses. Créer des espaces publics, c'est bien. Il faut penser comment ils vont être animés, parce que les grands espaces tout vides, sans animation, ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de nuisances dans une ville. Il faut créer des cheminements, ça c'est très important. Les allers-retours, les gens n'aiment pas ça. S'il y a une rue en cul-de-sac qu'il faut remonter, c'est pas génial. Il faut arriver à faire en sorte que on a des boucles. On va dans une rue, on peut continuer dans une autre, on remonte, on va là, comme ça on stimule un peu le fonctionnement, que les gens aillent voir autre chose que juste le commerce pour lequel ils sont venus. Des terrasses en bon endroit, ça c'est important. Des endroits où s'arrêter, les établissements publics, ça c'est clair. Une bonne signalétique des parkings. Ils peuvent être un peu éclatés dans l'hypercentre, on va dire, d'une ville. Mais quand l'usager vient, il doit les trouver vite. Et il doit savoir quand il sort du parking comment rejoindre cette fameuse boucle, comment il se met dans le cycle commercial de la ville. L'aspect des vitrines et la qualité du mobilier urbain. Et sur l'aspect des vitrines, là, les commerçants ont un rôle central à jouer parce que c'est une animation permanente, 365 jours par an, une vitrine. Et les soigner, les faire belles, les faire bouger, les faire à thème, les faire en fonction des saisons, ça devient essentiel. Il y a des zones touristiques que j'ai pu voir dans le sud de la France cet été. La vitrine des magasins dans la rue la plus commerçante changeait tous les jours.
Alors on est dans un cas extrême, mais tous les jours, c'est une vitrine différente. À un tel point que vous demandez si la veille, ce que vous avez vu qui vous plaisait était bien dans ce magasin-là, parce que ça tournait tout le temps. Et ça fait quand même partie d'un dynamisme, et c'est la responsabilité des commerces. Et puis, des programmes publics attractifs dans la ville, on peut ramener aussi des choses qui génèrent des usagers. Voilà. Bon, quelque part, Harry Potter n'existe pas, il n'y a pas de baguette magique. C'est des choses qui doivent être faites ensemble entre les acteurs économiques et les collectivités publiques. Il faut savoir, à un moment donné, il faut avoir un état des lieux. Où est-ce qu'en est la ville aujourd'hui en matière commerciale, et puis dans quel sens elle peut se développer, dans quel sens elle a du potentiel de se développer, et puis il faut travailler ça avec les commerçants. Et puis, il faut savoir quels sont les éléments qui colorent une ville. Vevey, je ne peux pas répondre à cette question, mais qu'est-ce qui fait que Vevey est particulière aujourd'hui au niveau commercial? C'est quoi la particularité à ce niveau-là? Est-ce que vous avez les 3 meilleures boucheries du canton, par exemple? Est-ce que vous avez des boulangeries qui ont fait la spécialité qui fait que Vevey, on retrouve des choses particulières? Est-ce que vous avez 2 magasins de décoration qui sont complètement incroyables dans les marques qu'ils ont et puis qui drainent des gens de tout le canton? Ça, c'est important de les identifier, ces points forts-là. C'est important de les mettre en valeur, puis c'est important de travailler avec. Et ça, tant qu'il n'y a pas eu une étude qui est faite, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est fort ou pas. Voilà. Puis j'avais prévu des exemples, mais j'ai beaucoup trop parlé. Je pourrais les illustrer peut-être lors de questions, parce que on va toujours essayer de revenir dans des choses concrètes au cours des années, parce que bon an, mal an, maintenant ça fait 15 ans que je m'occupe de ces problématiques de commerce dans les villes, que j'ai vu en 15 ans aussi l'évolution radicale qui touche la branche. Et moi, je suis conscient que le commerce de détail aujourd'hui souffre. Je n'aimerais pas être commerçant de détail moi-même, parce que c'est une profession qui est devenue très compliquée, avec des virages très rapides qui doivent être pris. Mais pour moi, tout n'est pas perdu, bien au contraire, et l'union fait la force dans une ville. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je réponds volontiers après à vos questions. Merci, M. Servajon. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième conférence. Je vous présente rapidement le prochain orateur. C'est Olivier Razemont. Il est journaliste indépendant. Il collabore notamment au journal Le Monde. Il est spécialiste des transports, de l'urbanisme et des modes de vie. Et il est l'auteur d'un livre que je tiens dans la main qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». Et pendant que M. Razemont se prépare, je voudrais vous lire un petit extrait de ce livre. Tout à l'heure, M. Servajon a parlé des vitrines vides et puis que ça se transformait en gangrène. Alors évidemment, il y a des exemples dans un pays voisin qui s'appelle la France et qui donne froid dans le dos. Je vous lis juste ça rapidement. La crise urbaine s'aggrave d'année en année. L'alerte est donnée à la fois par les spécialistes du commerce et les élus locaux, qui constatent de concert la prolifération des vitrines vides. Depuis le début des années 2010, les témoignages abondent, les reportages fleurissent, les statistiques confirment. Dans la presse régionale, comme dans les journaux télévisés, le thème de la ville sinistrée suscite de temps à autre un sujet. Les téléspectateurs découvrent le triste sort de ces commerçants et artisans qui décalent de mois en mois le paiement de leurs factures et n'osent pas l'avouer à leur entourage. Les caméras filment les stores baissés, les trottoirs délabrés, les détaillants désespérés, et le maire sortant qui avoue son impuissance. Dans le centre vivent ceux qui n'arrivent pas à accéder à des logements sociaux faute de places disponibles, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture. Peut-on lire dans Le Monde à propos de Hayange, ville de Moselle. L'accumulation de ces images finit par dresser un constat. En France, les villes meurent. Alors évidemment, on n'en est pas du tout là. En Suisse, chez nous. Maintenant, je pense qu'il faut faire assez attention parce que les phénomènes qui peuvent être observés en France, parfois, souvent même, on les voit arriver chez nous, en Suisse romande, avec quelques années de décalage. J'espère que M. Razemont va nous donner quelques raisons d'espérer. En tout cas, je vous passe la parole, M. Razemont.
Merci Pascal, c'est un peu paradoxal de donner des raisons d'espérer en venant d'un pays où tout va mal, dans un pays où les choses ont l'air d'aller plutôt bien. En tout cas, moi c'est le constat que je fais à chaque fois que je vais en Suisse, c'est que dans l'ensemble on est quand même très très loin de la situation qui existe en France. Donc je vais quand même vous la présenter et vous expliquer ce que j'ai observé. Je voulais remercier la ville de Vevey qui nous a montré une partie de la ville cet après-midi. Alors moi je suis journaliste indépendant, je travaille notamment pour Le Monde, j'ai un blog sur la mobilité, sur les transports sur le site du Monde depuis 2012, et je suis parti en fait d'un constat que j'ai fait effectivement essentiellement en France, qui est celui des vitrines vides finalement, c'est ça, hein, et c'est quelque chose de très très général en France. Hein. J'étais à Pau il y a 3 semaines, il y a des taux de vacances de 17-20% assez facilement. Parfois c'est seulement 10, et quand c'est seulement 10, on se dit finalement c'est pas si mal que ça. J'ai eu l'occasion, j'ai fait ce livre en 2016, il a été mis à jour en 2017. Il y a un an pile d'ailleurs, et puis depuis j'ai dû faire une centaine de conférences en France, essentiellement en France, un peu en Belgique, un peu au Québec aussi, et puis donc en Suisse maintenant, et j'ai constaté ça, j'ai vu ça un peu partout dans toutes les régions, et c'est pas une question de revenus, c'est pas une question de régions qui seraient plus riches que les autres ou moins riches que les autres, c'est très très général. J'étais à Montbéliard, qui est une ville assez sinistrée, il y a une grande entreprise qui est à Montbéliard, qui n'est pas une entreprise de l'agroalimentaire, mais qui est une entreprise qui fabrique des voitures, Peugeot. Ils ont perdu, l'usine a perdu, passé de 40 000 à 10 000 salariés ou à 9 000 salariés en 30 ans, et ils ont un taux de vacances qui est élevé pour la France, c'est 12%, quelque chose comme ça, mais qui est en fait pas si élevé par rapport à d'autres villes de France. C'est la même chose dans des villes tout à fait prospères en fait. Donc finalement c'est pas seulement une question de revenus, c'est pas seulement une question de région, c'est pas les régions industrielles seulement. Et quand on regarde l'ensemble du pays, je prends des photos comme ça, je fais pas que des photos comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu flippant, d'un bout à l'autre du pays. Ça c'est Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ça ressemble un peu à Montreux, des Savoie, un peu avec ces espèces de grands immeubles en forme de gâteau chantilly qui accueillent des curistes en particulier. En tout cas, c'est le cas à Aix-les-Bains. Et puis on retrouve ça. Et quand on regarde la carte de France, c'est une épidémie de varicelle. C'est très généralisé. Toutes les régions sont touchées, en particulier les villes moyennes et les villes petites. Et on s'aperçoit qu'on a finalement quelques exceptions de villes qui s'en sortent mieux. C'est les grandes villes, c'est les villes touristiques, et puis c'est les villes également un peu isolées, suffisamment isolées, notamment de moyenne montagne, pour qu'il soit compliqué de construire des zones commerciales juste à côté. Là, on parle bien de commerce. Là, cette carte-là, c'est Procos, une association d'enseignes qui a fait ça, qui faisait ça régulièrement, qui publiait la vacance commerciale. Ils ont arrêté de le faire parce qu'ils trouvaient que l'idée de vacances commerciales associée à leur nom était trop négative. C'est un peu dommage, donc ils ont cassé le thermomètre, ce qui est vraiment la chose la plus bête à faire quand on essaie d'observer un phénomène. Ça, c'est la question du commerce. Et moi, j'ai observé ça parce que j'aime bien me balader, j'aime bien regarder les villes, tout bêtement. Je suis pas spécialiste du commerce non plus, moins que vous, hein, je pense, monsieur Servageon. Moi, je suis juste vraiment un observateur et j'aime bien la ville, mais j'ai observé ça. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà du commerce. En tout cas, pour la question française, c'est très net. On a également une crise du logement à l'envers. On parle toujours de crise du logement, en disant qu'il n'y a pas assez de logements. En fait, non, il y en a trop. Ça dépend où, évidemment. Il y a des zones tendues, mais il y a aussi des zones, au contraire, où on a trop de logements. En France, c'est très, très général. Là aussi, j'ai parlé tout à l'heure avec M. Grosjean qui m'expliquait qu'en Suisse, la vacance de logement, la vacance de l'habitat, c'est à peu près quoi, 1,5% à l'échelle du pays. Dans le canton de Vaud, c'est à 0,8. En France, on est à 7 à l'échelle du pays. Et il y a des villes où on est à 10, 15 ou 25, vraiment. Donc c'est assez affolant. Je pense que là aussi, je me demande un petit peu ce que je peux du coup vous dire d'extraordinaire sur ce pays. Enfin, c'est un phénomène qui est assez frappant, et je pense que ce que j'ai observé au fur et à mesure, c'est que c'était pas seulement une affaire. La ville, c'est pas seulement le commerce, c'est le commerce, mais c'est pas seulement le commerce. Et ce qu'on est en train de constater en France en particulier, mais également d'une certaine mesure d'autres pays d'Europe, c'est quelque chose qui est le résultat finalement de toute une série de critères. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit également que, contrairement à l'image que l'on peut avoir parfois des villes qui seraient des pôles riches, alors que
gens qui habitent plus loin seraient plus pauvres. On s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vrai pour ce que je viens de dire est vrai pour les grandes villes, et encore avec quelques nuances. Mais quand on regarde la carte de France, en l'occurrence, des revenus par habitant, on s'aperçoit qu'il y a autour des villes des pôles de gens qui vivent bien, avec des revenus moyens élevés, mais au centre, vous avez ce petit point blanc à chaque fois, c'est un peu comme un volcan, littéralement, avec, et vous le voyez très bien, alors si vous connaissez les villes de France, vous les reconnaissez à Clermont-Ferrand, au Mans, à Blois, et même à Strasbourg, à Mulhouse, à Albi, etc. On voit à chaque fois ce petit point blanc qui est la ville-centre elle-même a un revenu inférieur aux villes qui sont autour, aux communes qui sont autour. Il y a énormément de communes en France, mais toutes ces communes sont en fait beaucoup plus riches, et vraiment pratiquement sans exception. C'est même une ville comme Orléans, qui est une ville du bord de Loire, assez agréable, assez bourgeoise. Vous avez la ville, les revenus moyens de la ville qui sont inférieurs à celui de toutes les communes autour, sauf une. Donc vraiment, et donc y compris les communes considérées comme populaires. Et puis, quelque chose qui est quand même frappant, c'est que dans toutes les villes de France, on a des revenus pas des revenus, dans la population baisse. C'est-à-dire même dans les départements, dans les régions les plus attractives, dans les Pyrénées-Atlantiques, autour de Pau, dans les Landes, ou alors en Vendée, ou également dans le Var, dans le sud de la France, ou dans l'Ain, côté de Lyon, vous avez une population qui augmente d'année en année, beaucoup, énormément, et vous avez les villes qui, elles, soit gagnent un tout petit peu d'habitants, soit en perdent carrément, continuent à en perdre. Donc en fait, les gens s'installent ailleurs que dans les villes. Et ce qui se passe également, et ça je me suis renseigné, je me suis demandé comment ça se passait ici, mais j'ajoute encore ce constat triste, c'est les équipements publics qui quittent la ville. C'est quelque chose de très général. J'étais à Montbéliard, donc il y a maintenant une semaine, j'ai vu ça. Alors, la maire de Montbéliard m'a rassuré, elle m'a dit on est en train de prendre date avec un promoteur qui va installer des logements, etc. Mais ça, c'est l'ancien hôpital, il a fermé il y a 2 ans, ils ont décidé de faire un hôpital, et ça c'est l'État qui a décidé de faire un hôpital commun à Belfort et à Montbéliard, et puis du coup les 2 hôpitaux, ils ferment. Voilà ce qui se passe. On fait la même chose avec les maisons de santé, on fait la même chose avec les administrations de l'emploi, parfois même avec les administrations de la municipalité. Donc c'est une question qui vraiment se pose. Et puis il y a une autre chose que j'observe également beaucoup, c'est la question des transports, et je m'aperçois que dans beaucoup de villes moyennes de France, les transports sont sous-utilisés. Les transports publics sont en fait vides, ils coûtent extrêmement cher à la collectivité, ils sont très peu utilisés. Alors comment on en est arrivé là ? Vous avez compris finalement que tout ça est une question, on est en train de payer le prix de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on a étalé la ville toujours plus loin, encore plus loin, de manière systématique, et on continue de le faire assez massivement. C'est pas seulement l'étalement urbain, c'est pas seulement l'habitat, c'est toutes les activités, c'est les zones industrielles, c'est les stades, les golfs, etc., les rocades, les autoroutes, les parkings. On construit toute cette ville extérieure, on l'a construit en partant du principe, en partant de l'idée, parce que personne ne se pose la question autrement, que tout le monde se déplace en voiture tout le temps. Donc on fait tout pour les gens, de façon à ce qu'ils puissent se déplacer en voiture tout le temps, sans se rendre compte des coûts, parce que tout ça coûte cher. Il faut entretenir les réseaux, il faut les déneiger, il faut installer des services de transport, il faut installer la fibre optique, etc. Et évidemment, ça pose des problèmes voilà, ça fait ça régulièrement, manifestement, mais ça pose évidemment des problèmes d'hyperconsommation, d'artificialisation des sols, etc., etc. La France en particulier s'imagine encore, n'est-ce pas, comme un grand pays qui doit diriger le monde, mais surtout s'imagine comme un grand pays dans lequel on peut faire absolument tout ce qu'on veut, et sans se rendre compte qu'en fait le territoire, finalement on le gaspille en réalité. Je pense que c'est à peu près ça qu'on est en train de faire. Et puis évidemment au centre de tout ça, vous avez l'urbanisme commercial. Là, c'est une image que j'ai prise à Pau, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est à la même échelle. La même échelle, c'est un centre commercial des alentours de Pau, et ça, c'est la ville de Pau. C'est une ville superbe, on voit les Pyrénées, etc. C'est très agréable, mais vous avez ça, et c'est exactement à la même échelle. Et tous les prétextes sont bons, c'est-à-dire vous avez des promoteurs de zones commerciales qui sont c'est un peu comme le médecin de Molière, il arrive toujours avec le même remède. Vous avez la population qui baisse, mais il vous faut une zone commerciale. Vous avez la population qui augmente, il vous faut une zone commerciale. Vous avez beaucoup de chômeurs, il vous faut une zone commerciale. Vous avez une population tout à fait prospère, il vous faut une zone commerciale. On a une progression des zones commerciales en France de 3-4% par an, alors que la consommation ne dépasse pas 1%. Et on continue
On continue à le faire de cette façon. J'ai rencontré à Montréal, en mois de mai, un chercheur de Caroline du Nord qui me montrait ça. Moi, j'ai pris sa photo parce que la photo au moment où il a fait la conférence c'était assez frappant. C'est en acres. J'ai aucune idée de combien ça fait en kilomètres carrés, mais vous savez peut-être, mais moi pas en tout cas, mais peu importe. Vous voyez le grand magasin Walmart en l'occurrence, et puis l'épicerie quartier, qui n'est pas non plus un petit magasin, mais enfin qui est quand même une épicerie quartier de l'autre côté, ou l'épicerie ou le marchand de café en l'occurrence. Ou le café, et vous avez l'espace consommé en acres, donc vous avez les taxes que ça rapporte par hectare ou par kilomètre carré, peu importe, et vous voyez que c'est beaucoup moins pour la grande surface de périphérie. Vous avez également les taxes que ça rapporte à la ville. On peut ajouter également tout simplement l'aménagement du territoire dans un espace lâche coûte beaucoup plus cher au pouvoir public que l'aménagement du territoire dans un espace contraint, même si ça coûte également cher, mais ça coûte beaucoup moins cher à l'hectare ou au kilomètre carré. Et puis le rapport à l'emploi aussi, c'est très net. On a cette différence d'emploi au kilomètre carré. Évidemment, il vaut mieux aménager la ville qu'aménager la périphérie. On continue à faire ça et on donne, parce que j'aime bien regarder ce genre de choses, c'est le nom qu'on donne à ces zones commerciales. On leur donne des noms de villes. Vous l'avez un peu dit, M. Servajon, mais c'est un peu ça. On singe la ville. On appelle ça promenade de Flandre, ça c'est à côté de Tourcoing, ou alors Passage des Arts, Cœur d'Arras, Family Village, Europa City, etc. On donne des noms de villes, et puis on construit, et ça vous l'avez compris, la ville. Alors, une partie des gens continuent à venir en voiture. En fait, le principal problème que pose le fait que finalement une partie des gens, pas tous, mais il suffit de 50% des gens viennent en voiture pour qu'ils occupent 90% de l'espace, parce qu'une voiture, ça prend de la place. Donc c'est dommage en ville, parce que voilà, ça c'est la cathédrale de Colmar. C'est un peu dommage de faire, ça c'est à Périgueux, on vend du canard le matin, c'est très bon, on achète tout un tas de choses du canard, puis après-midi, on remet toutes les voitures là. Ça c'est à Beaune, j'étais avant-hier. Beaune, exactement le nombre d'habitants que Vevey, plein de marchands de vin partout, de la moutarde, voilà, il y a un monde fou. Et on a ça, là c'est les hospices de Beaune qui sont ici, juste à gauche de la photo, et on a ça. On continue, au Rodez, vous voyez, priorité, espace banalisé, priorité aux piétons, et voilà ce qu'on trouve dans l'espace banalisé, priorité aux piétons. Je continue, c'est un carrefour là, qui est à 5 minutes des halles de Pau qui ont été refaites il n'y a pas très longtemps, et pour le traverser à pied, là c'est pratiquement impossible. Enfin, il y a un passage piéton qui en fait n'est pas fait, tout simplement parce que c'est en travaux. Alors j'ai demandé aux gens de la ville, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais ça sera fait quand les travaux seront finis. Mais attendez, mais là, ils seront finis dans 6 mois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être, en attendant, il y a encore des gens, il y a un quartier de l'autre côté, il y a des gens qui vivent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aménager pour... Et ça, c'est une question d'espace public, c'est une vraie question d'urbanisme. Ah oui, mais on leur dit tout le temps, mais ils ne le font pas, parce qu'eux, ils disent, de toute façon, ça sera dans 6 mois, et puis ça change tous les jours. Mais ça devrait être la priorité. Donc, voilà, on en est là, on a une sorte un peu de démission concernant l'espace public. Et puis, vous l'avez évidemment compris, alors voilà, le trottoir disparaît, ça c'est un grand classique. Et puis, il y a la question du commerce électronique. On en a parlé, mais je voudrais insister. Vous avez cité, vous avez dit ce qui se passait au niveau du commerce électronique. Simplement, je ne suis pas un spécialiste du commerce électronique, mais simplement ce que me disent les spécialistes, c'est OK, ça prend une partie du chiffre d'affaires, mais ça reste quand même relativement limité pour l'instant. C'est ce qu'ils disent. D'autre part, vous avez parlé du showrooming, mais vous avez parlé aussi de l'inverse, c'est-à-dire des gens qui vont d'abord voir sur Internet et qui ensuite vont acheter sur place, et je ne sais pas si lesquels sont les plus nombreux, mais c'est aussi effectivement aujourd'hui, quand on cherche un restaurant, on est en ville, on regarde celui-là, il est noté combien. S'il est à 2,7, on n'y va pas, s'il est à 4,1, on y va, etc. Mais le commerce électronique, c'est ça aussi, c'est aussi une question d'espace. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, on peut faire quelque chose. En réalité, ce n'est pas juste le consommateur qui décide, parce que qui est-ce qui fait les entrepôts pour installer toute la logistique systématiquement, de manière massive? Les spécialistes pas les spécialistes, les promoteurs qui investissent dans la logistique dans la logistique urbaine, pas urbaine, dans la logistique, dans les entrepôts de logistique, disent en fait la chose suivante: pour raccourcir de moitié le temps de livraison, il faut plus que doubler le nombre de mètres carrés des entrepôts.
Autrement dit, donc là, il y a des autorisations qui sont données. À un moment, oui, ok, Amazon, allez-y, faites vos super entrepôts, c'est très bien. Ben non, il y a une responsabilité collective. Et on peut en discuter, ça devient un débat public. C'est plus juste un truc économique, oui, c'est bien, c'est bon pour la croissance et l'emploi. Non, c'est un sujet politique, parlons-en. Et ça devient un sujet, et tant mieux. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi sur ce plan. Bien sûr, il y a la responsabilité des consommateurs, on est d'accord. Et tant mieux si on arrive à éveiller cette conscience-là. Et il ne s'agit pas de dire à chacun d'entre nous, on arrête. Alors moi, j'ai une cafetière à l'ancienne. Je suis vraiment désolé, mais Georges Clooney ne m'a pas convaincu. Et en fait, quand je dois acheter le plus petit filtre, la petite cafetière, oui, je ne le trouve pas, en tout cas en France. Donc je peux aller en Italie éventuellement. Je suis en Italie, j'en achète éventuellement, mais là, oui, je me fais livrer. Bon. Mais peut-être qu'il y en a en Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si on trouverait ici, mais simplement pour dire, oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas de dire aux gens, vous arrêtez de faire, d'acheter tout sur Internet. C'est simplement de se poser la question à chaque fois. Et puis, il y a une question qui revient, c'est la question, là encore, du transport. C'est essentiel. Si tout ça est possible, c'est parce qu'on considère toujours que les frais de port sont gratuits, que les transports sont... de toute façon, personne ne paie ça, mais ça se paie de cette façon-là. C'est quoi? Qui est-ce qui paye ça? C'est le livreur sous-payé qui se gare sur la piste cyclable et sur le trottoir. Et donc ça coûte en termes d'espace public, en termes d'organisation de la ville. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, évidemment, c'est un peu plombant. J'ai essayé d'observer un petit peu ce qui se passait en Europe aussi. Je me suis aperçu, alors, à force, d'abord parce que je connaissais les grandes villes, et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans les villes d'Europe, un peu de taille comparable de ces fameuses villes françaises qui vont mal. Et je me suis aperçu quand même que, grâce aux zones à trafic limité, notamment en Italie, les choses allaient beaucoup, beaucoup mieux. Je me suis rendu compte qu'à Louvain, en Belgique, en Flandre en particulier, parce que la Wallonie est particulièrement touchée quand même, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui se déplacent à vélo, des commerces qui vont très bien, et une activité, un dynamisme urbain très fort. Je suis allé à Sion, c'est un hasard, on en parle, j'ai espéré voir la navette autonome que je n'ai jamais croisée, mais peu importe. Mais en tout cas, je me suis aperçu, c'était à la fin de l'hiver, mais que ça fonctionnait plutôt bien aussi. Et c'est l'impression générale, alors je serais peut-être démenti, mais que j'ai quand je viens dans les villes de Suisse, c'est-à-dire que quand même, ça se passe quand même beaucoup moins mal que dans les villes de France. Et on a alors peut-être une petite exception, c'est Locarno, bizarrement. Je suis allé cet été, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une vacance commerciale, pas très forte, mais qui est équivalente des villes françaises les plus en forme, on peut dire. Bon, voilà. À peu près. Et puis à l'Allemagne, là ça m'a frappé entre Bonn et Cologne. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on avait une très grande organisation de l'espace là aussi. Non seulement tous les équipements publics étaient en ville, dans le centre-ville, mais qu'on avait également, on a une sorte de plateau piétonnier, et puis qui se prolonge par des rues qui sont pas piétonnes, mais où il y a des larges trottoirs, ou qui sont à trafic apaisé, avec des vitesses limitées, ce qui fait qu'on se sent à l'aise quand on est piéton. Et ça se prolonge très loin, ce qui fait qu'on peut très facilement traverser la ville à pied. Personne ne parle de tout piétoniser. Par contre, la question de savoir comment on traverse la ville à pied, ça me semble absolument essentiel. Et moi, j'ai vu ça à Brûle. Et ce qui m'avait frappé aussi à Brûle, évidemment, c'est un pays qui vieillit, comme nous tous, mais enfin, qui vieillit en particulier. Ce qui m'avait frappé, c'est de voir beaucoup de personnes âgées avec des déambulateurs, qu'on voit très peu en France en tout cas, et je me suis dit tiens, mais ça veut dire que simplement les personnes âgées marchent avec ça, certes, mais ça leur permet de rester en ville, et c'est quand même une très bonne chose. Ce que je me dis aussi, heureusement, parce que je pense qu'il faut arrêter évidemment de faire des zones commerciales, je ne vais pas faire tout le speech parce que vous êtes sans doute moins concernés, aussi pas seulement il y a des questions de revenus, évidemment, on peut parler de ça, mais c'est pas seulement une question de revenus. Parce que quand je vois les villes françaises plutôt riches qui s'en sortent pas terribles, je me dis c'est pas juste une affaire de revenus. Il y a évidemment les questions de topographie. Évidemment, quand on a un lac et des montagnes, on fait moins de zones commerciales à profusion, comme quand on est dans une plaine autour de Bourges ou d'Orléans, où on peut faire absolument ce qu'on veut, ou en tout cas l'impression que ça donne. Et puis il y a une prise de conscience, je pense, qui n'est pas la même. Les Français, en fait, ont un attachement aux villes assez moindre, assez peu élevé. L'État a précédé la ville en France. On parlait du comté de Nevers, mais en fait, c'était pas tellement Nevers qui comptait, c'était le reste, c'était l'ensemble de la campagne autour, etc. Bon, alors que dans beaucoup de pays d'Europe, en Italie, en Allemagne, en Suisse aussi, je pense, en Autriche, aux Pays-Bas, on a un attachement aux villes qui est plus fort. Et qui a souvent d'ailleurs préexisté, en tout cas en Allemagne, en Italie, au pays.
Et puis ce qui me rassure aussi, c'est que les électeurs peuvent aider. Je vous donne l'exemple de Tournu en Bourgogne. C'est une petite ville de 5700 habitants au bord de la Saône. Il y a une jolie abbatiale du XIe siècle. Et un maire qui avait été élu en 2014 voulait installer une nouvelle zone commerciale en disant un pôle économique avec une zone commerciale. On va faire venir des entreprises parce que la ville ne va pas assez bien, mais je n'ai pas encore d'entreprise qui va venir. Mais par contre, je vais faire venir un Leclerc, donc une zone commerciale. Et donc là, il y a eu une bronca. 5700 habitants, il y a 800 personnes qui ont fait partie d'une association, et les commerçants ont protesté, les habitants ont protesté, etc. Finalement, une partie du conseil municipal aussi a protesté, a démissionné. Le résultat, c'est qu'il y a eu de nouvelles élections en 2017, donc il y a exactement un an. Et là, le maire sortant qui voulait sa zone Leclerc a été balayé. Il a fait 23% des voix. Alors le système électoral n'est pas le même, je sais, mais le nouveau maire, celui qui est arrivé avec une idée de justement plus de zone commerciale, se recentrer sur la ville, il a fait 61% des voix. Donc les électeurs peuvent aider, et c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que quand le débat n'est pas encore là dans les villes, et bien finalement il peut apparaître au moment des élections, et tant mieux. Il y a une chose qui me semble importante, c'est qu'on se concentre à juste titre, puisque souvent on se concentre sur ce qu'on connaît. D'abord, oui, peut-être une chose, ça aussi, la grande distribution crée-t-elle de l'emploi. En réalité, quand on regarde à long terme, quand on écoute les promesses, mais simplement quand on regarde ce qui s'est passé 10 ans avant, il faudrait systématiquement faire ça. On s'aperçoit que c'est pas le cas. Là, c'est une étude qui a été faite à Lille. Et puis il y a une chose qui me semble également importante, c'est de ne pas oublier la ville, ne pas oublier les quartiers de la ville, ne pas oublier que la ville, c'est pas juste le centre-ville. Bien sûr, on se concentre sur le centre-ville, c'est quelque chose de visible, c'est les endroits où qu'on connaît, on se croise, etc. Et il faut aller voir en dehors, en fait. Et quand on va voir en dehors, on s'aperçoit qu'on a très souvent des quartiers qui ont une histoire. On était à Plan-Dessus tout à l'heure. J'ai eu, parce que je m'étais évidemment baladé en centre-ville ce matin. Et puis M. Grosjean m'a dit, on va aller voir un autre quartier, vous allez voir. Et c'est très intéressant, il y a toute une histoire, il m'a raconté. Et puis, par ailleurs, il y a l'histoire industrielle, l'histoire beaucoup plus récente, ça. Et puis, il y a beaucoup d'habitants qui vivent là. Et si finalement, et voilà, on y était, si on s'arrange pour que les habitants de ces quartiers anciens, qui sont des quartiers de la ville en fait, puissent venir facilement en ville également à pied, on a tout gagné. Si on leur met des rocades, des boulevards compliqués à traverser, comme c'est le cas très souvent dans les villes de France, si on leur met des trottoirs minuscules, alors on a fait un trottoir minuscule quand même tout à l'heure, et ben oui, ils ne viendront pas. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils prendront leur voiture, et comme tout le monde, ils iront à la zone commerciale. Donc je pense qu'il faut se concentrer là-dessus. Et puis, il y a une chose que j'aime faire, alors moi je le fais seul évidemment aussi, mais il y a la balade urbaine. Regarder la ville, l'observer, la traverser de part en part, là aussi, en passant par les différents quartiers, et pas seulement les quartiers les plus centraux. Et on s'aperçoit qu'on trouve toujours des ressources. Pour vous donner cet exemple simplement, à Pau, c'est un endroit qui est en bas de la ville. En fait, c'est en bas, c'est-à-dire c'est une sorte de vallée à l'intérieur, de canyon pratiquement à l'intérieur de la ville. Et c'est une ancienne rivière. C'était un endroit mal réputé, en tout cas, il y a quelques années. Et puis ça a été réhabilité. On a chassé en fait les dealers, pour dire les choses comme elles sont. Et en fait, c'est un endroit assez incroyable où on peut voir la ville d'en bas. En général, on aime bien voir une ville d'en haut, et on peut souvent le faire, mais là, on voit la ville d'en bas, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il y a plein de ressources dans les villes. Il y a des ressources parfois auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont importantes. C'est les bancs, évidemment, c'est la manière dont ils sont disposés, c'est les toilettes publiques. Évidemment, dans les centres commerciaux, les toilettes publiques qui sont bien indiquées. Là, il faut les indiquer, etc. Des choses comme ça. J'ai même tombé à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, sur des toilettes publiques aux horaires de bureau qui fermaient à 12h10 et rouvraient à 13h45. Bon. Mais je pense qu'il faut observer ces choses-là. Et quand on fait la balade urbaine, on s'aperçoit de toute une série d'obstacles, mais aussi de ressources. Agir sur l'espace public, je pense qu'on a compris. Là, j'ai pris exprès une ville qui ne va pas très bien en France, c'est Le Mans. Mais quand même, il y a cette place de la République où il y a plein de monde, où les gens aiment se retrouver, il y a le tramway qui passe, et ça, c'est très important dans une ville. C'est ça, finalement. Et c'est évidemment, la zone commerciale, elle essaye de singer tout ça. Mais ça, on l'a pas. Sur Internet, on l'a pas, on ne trouve pas ça. Et les expériences que nous proposent systématiquement nos machines, là, c'est pas forcément d'aller prendre le soleil gratuitement ou presque en prenant un café, enfin un peu plus gratuit en France qu'en Suisse quand même, le café, mais voilà. Et puis, il faut connaître les habitudes des commerçants.
pas seulement des commerçants, pardon, je dis des bêtises, des consommateurs, pour revenir à la question du commerce. Et il y a une question qui est importante puisque ça revient régulièrement, cette histoire de rapport à la voiture. Ça, c'est une étude qui a été faite, petite étude, ils ont fait ça pendant une semaine, à mon avis, ça ne suffit pas. Mais ils ont fait ça quand même, ils se sont mis d'accord justement. C'est ça qui est bien, ils étaient une petite place dans le centre de Vannes et ils ont regardé. Oui, 54% viennent en voiture. Mais quand on regarde les Vannetais, c'est seulement 39% et 56% viennent à pied. Et là, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, on ne pensait pas. Si on leur avait posé la question, ils auraient dit il y a 10% qui viennent à pied. Hein. Non, pas du tout. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé d'agrandir les trottoirs, d'avoir la navette publique qui passe devant leur commerce, etc., etc. Donc je trouve ça intéressant. Et quand on fait des études, alors, il y en a eu partout des études de ciblage, je vais évidemment pas toutes vous les citer, mais il y en a eu à Graz, à Bristol, à Dublin, à Rouen, à Toronto, et qui disent toutes la même chose. À chaque fois, on s'aperçoit que on s'était fait une idée sur la manière dont venaient les gens, puis on s'aperçoit, parce que les gens parfois sont déjà en ville, ils travaillent là justement, ou ils sont venus pour autre chose, et ils sont là, ils viennent dans le commerce, mais ils ne sont pas venus exprès forcément d'ailleurs pour le commerce. Il y a partout dans toutes les villes en fait des parkings, on l'a dit, vous l'avez très bien dit, mais il faut savoir où ils sont. Alors là j'ai trouvé intéressant qu'on signale qu'il est gratuit, qu'on signale aussi le nombre de places, parce que parfois c'est pas le cas, parfois il est simplement marqué parking gratuit, mais il n'y a pas le nombre de places. Parking gratuit, mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas exactement où il est. Je sais pas, parking où il y a tant de places, mais on ne sait pas, soit il y a tant de places, mais on ne sait pas où il est, là c'est le cas, soit on ne dit pas s'il est gratuit ou pas gratuit, etc. Ou quel est le prix éventuellement. Il y a toujours des possibilités dans les parkings souterrains. J'ai fait ce constat ici aussi à Vevey. Ils ne sont pas d'ailleurs forcément, certains sont souterrains, et puis il y a la place du marché, bien sûr. Il faut donner au nom, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié pour Vevey, et vous connaissez bien sûr mieux, je pense que ces noms sont connus en l'occurrence, mais à Mulhouse, par exemple, ils ont des parkings en ouvrage, c'est pas cher, c'est 2 € la journée. Alors, pour les Mulhousiens, certains vont vous dire que c'est beaucoup, beaucoup trop cher, mais bon, et en fait, des parkings en ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a aussi des places gratuites ailleurs, mais bon. Et là, ces parkings, ils portent des noms. Il y en a un qui s'appelle Central, un autre qui s'appelle Parking du Centre. Ni l'un ni l'autre ne sont celui qui sont plus au centre. Je ne sais pas, il faut des fois donner des noms qui correspondent aux endroits où ça se trouve. C'est tout bête, il faut faire attention. En fait, l'objectif, c'est que la personne qui arrive en voiture, il gare sa voiture, et après, tant mieux, il est à pied, il profite à la ville et il profite de la ville. À Strasbourg, ce parking a changé de nom, il s'appelait Sainte-Marguerite. Ça ne disait rien à personne, il est accessible d'un boulevard circulaire, et maintenant on l'a appelé Petite France, qui est un quartier très connu de Strasbourg, et donc ça leur dit beaucoup plus de choses. Et puis l'accès pendant les travaux, moi je suis toujours étonné de ça, de ce type de panneaux que je vois, accès interdit sauf aux riverains et commerces. Ça veut dire quoi? Donc moi je vais pas forcément dans un commerce, mais enfin j'en sais rien, je sais pas très bien, je suis pas riverain, je peux passer à pied? En fait, oui, bien sûr que oui, je peux passer à pied, mais c'est pas écrit. Là, c'est une autre ville de France, Dole, que vous connaissez peut-être en Franche-Comté. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, il faut faire attention. Ça semble être des détails, mais c'est très important pour amener les gens à se sentir à l'aise en ville, en fait, quand ils sont à pied. Les temps de parcours à pied, ça, on les a pas toujours, on les a pas forcément en tête. On imagine que c'est très loin, c'est très compliqué parce qu'on a l'habitude de circuler autrement. Puis, en fait, quand on le fait, on s'aperçoit qu'on peut facilement circuler à pied. Je crois beaucoup également. Alors oui, d'abord je crois beaucoup au vélo, parce que je pense que, pour une raison simple, bien sûr qu'il y a la question environnementale, la question de la santé, de la sédentarité, etc., etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être à vélo demain, tout de suite, pour tous les trajets, non. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut faire attention, qu'il faut choyer les gens qui viennent à vélo. Pourquoi ? Parce qu'un vélo, ça prend pas du tout de place, ou très peu de place, il faut pouvoir quand même les ranger, mais ça prend très peu de place, et donc tant mieux s'ils viennent à vélo, qu'ils viennent d'ailleurs pour faire des achats ou pas. S'ils viennent juste parce qu'ils sont salariés, s'ils viennent à vélo, tant mieux, parce que du coup, ils ne prendront pas la place de ceux qui viennent en voiture, eux, peut-être pour faire des achats. Donc voilà, donc on a il faut faire très attention à ça, et c'est vrai évidemment pour les gens qui viennent des transports publics, pour descendre de la gare, il faut que ce soit facile. C'est pas forcément le cas, je trouve que c'est pas trop mal à Vevey, mais c'est vrai qu'à mon avis, il y a des pistes d'amélioration. Et puis je pense, que je crois aussi beaucoup aux touristes, tout simplement, aux gens qui passent. On est tous plus ou moins touristes. Moi, j'étais touriste aujourd'hui, d'une certaine façon, et je le serai demain aussi, à nouveau à Vevey, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui passent, on ne sait pas très bien pourquoi. Et bien, il faut faire attention à eux. L'avantage des touristes, c'est que
Ils vont partout dans la ville, ils n'ont pas d'a priori, ils ne pensent pas qu'à tel endroit c'est mal famé ou que là il ne faut pas aller, etc. Non, ils y vont, ils ne connaissent pas. Et donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils animent la ville, ne serait-ce que par leur présence. Je pense qu'on ne peut pas faire la ville et donc le commerce sans l'espace public. Je pense qu'il y a une chose très importante de nos jours, qui est justement cette maîtrise de l'espace public. Quand on est élu, quand on est responsable d'une ville, on est confronté à des difficultés financières parfois, parce que c'est compliqué d'avoir des recettes. En France, en tout cas, c'est très compliqué. Ils ont des dotations, comme on dit, qui baissent. Et puis, on est confronté également, vous l'avez dit, aux données qu'on ne possède plus, qui sont maintenant possédées par les géants d'Internet. Et les élus, en fait, ont de l'or, en réalité, entre les mains, qui n'est pas forcément les données, qui n'est pas forcément l'argent, mais qui est l'organisation de l'espace public. Et à la fois au niveau de l'agglomération, au niveau de la ville, au niveau du quartier, de la rue et même du trottoir, l'organisation de l'espace public, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui ne coûte pas nécessairement beaucoup d'argent et qui permet d'organiser de façon à ce que ça bénéficie à la ville. Mais il faut toujours avoir ça en tête, c'est pas forcément facile. Et je pense que voilà, il n'y a pas d'autre moyen que de faire finalement vivre la ville par les habitants. Une ville, c'est pas simplement des bâtiments, c'est pas simplement des flux, mais c'est avant tout des habitants. Merci beaucoup.